Aujourd'hui, nous allons parler d'un site qui a hanté les forums de 4chan et Reddit pendant plus d'une décennie, un site qui ne contenait rien d'autre qu'une page de connexion impossible à franchir, mais qui cachait, selon les rumeurs, des téraoctets de données, à une époque où le stockage coûtait une fortune. Est-ce que ce site était un portail vers le dark web avant l'heure, un serveur de la CIA, ou quelque chose de beaucoup plus personnel? Bienvenue dans les archives d'Internet. Dans les années 90, Internet n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, pas de YouTube, pas de Reddit tel qu'on le connaît. À cette époque, tomber sur un site étrange n'était pas banal. C'était troublant, inquiétant parfois. Et parmi tous ces sites obscurs, il y en a un qui va marquer les esprits. Un site d'une simplicité presque provocante. Un écran noir, un seul mot et un accès verrouillé. Son nom, Mortis.com. Mortis, un mot latin qui signifie la mort. Quand on arrivait sur ce site, il n'y avait rien à voir. Pas d'image, pas de texte explicatif, pas de menu. Juste ce mot. Et lorsqu'on cliquait dessus, une chose apparaissait. Une fenêtre de connexion. Un identifiant, un mot de passe. Et c'est là que tout commence. Car très vite, les internautes vont comprendre une chose troublante. Ce site est presque impossible à forcer. À une époque où la sécurité en ligne est encore primitive, Mortis.com résiste. Les mots de passe classiques ne fonctionnent pas, les méthodes les plus simples échouent, rien de ce qu'un internaute ordinaire pourrait tenter ne suffit. Et plus les gens échouent, et plus la curiosité grandit. Qui a créé ce site? Pourquoi ce nom? Et surtout, qu'est-ce qui se cache derrière cette porte fermée? Très vite, des forums s'enflamment. Des discussions apparaissent sur 4chan, sur Reddit, sur des boards spécialisés. Les rumeurs s'accumulent. Certains parlent d'un projet artistique, d'autres évoquent un réseau privé, et très vite, les hypothèses deviennent plus sombres. Des pistes mènent vers des sociétés qui n'existent plus, des adresses pointent vers des lieux vides, et certains noms liés au site semblent appartenir à des personnes disparues. Plus inquiétant encore, certains affirment que le site aurait attiré l'attention des autorités, et même du FBI. Vrai ou faux? Personne ne le sait vraiment. Car à chaque tentative de vérification, les preuves disparaissent, des pages supprimées, des archives effacées. Même la Wayback Machine, censée tout garder, ne conserve presque rien de Mortis.com. Comme si quelqu'un avait délibérément voulu effacer son existence. Et pourtant, le nom revient. Encore. Toujours les mêmes questions. Toujours aucune réponse définitive. Et au centre de tout ça, un nom apparaît. Un nom discret, presque banal. Thomas Ling. Un homme présenté tantôt comme un artiste, tantôt comme un dentiste, tantôt comme un simple propriétaire de domaine. Un homme qui, selon certaines versions, n'aurait affirmé que Mortis.com ne contenait que des photos de mariage. Une explication si banale qu'elle n'a fait qu'aggraver les soupçons. Parce que si ce n'était vraiment que ça, pourquoi tant de sécurité? Pourquoi tout effacer? Alors, les internautes n'ont pas abandonné. Ils ont cherché, creusé, croisé les informations. Et c'est là que l'histoire devient intéressante. Parce que derrière le mystère, derrière les rumeurs, derrière la peur, il y a peut-être quelque chose de beaucoup plus simple, et en même temps beaucoup plus révélateur de la façon dont Internet fabrique ses légendes. Mais pour comprendre Mortis.com, il faut revenir en arrière. À l'époque où Internet était encore jeune, à l'époque où un simple site pouvait devenir un mythe. Nous sommes à la fin des années 90. À cette période, le web n'est pas encore un lieu de divertissement. C'est un espace d'exploration, un territoire brut, sans règles clairement établies. Il n'existe pas encore de plateforme centralisée, pas de YouTube pour expliquer, pas de Twitter pour débunker, pas de Wikipédia fiable et complet. Les moteurs de recherche sont rudimentaires, Google n'en est qu'à ses débuts, et la plupart des sites se découvrent par hasard ou par bouche à oreille numérique. Et surtout, la notion même de mystère d'Internet n'existe pas encore. Aujourd'hui, nous sommes habitués aux ARG, aux expériences interactives, aux faux sites conçus pour divertir. Mais en 1997, rien de tout ça n'est codifié. Alors quand Mortis.com apparaît cette année-là,
il ne s'inscrit dans aucune catégorie connue. Un site sans contenu apparent, un accès protégé et aucune explication. À l'époque, ça ne ressemble pas à un jeu, ça ressemble à quelque chose qui ne devrait pas être là. C'est aussi une période où le stockage de données coûte extrêmement cher. Héberger quelques gigaoctets représente déjà un investissement important. Alors, quand des années plus tard, des internautes découvrent que Mortis.com serait lié à des dizaines, voire des centaines de gigaoctets de fichiers, ça semble complètement démesuré. Pour vous mettre les choses en perspective, à la fin des années 90, un disque dur classique stockait entre 2 et 10 gigaoctets de données. Stocker des téraoctets de données n'est pas seulement inhabituel, c'est presque impensable. À partir de là, Mortis.com cesse d'être un simple site étrange. Il devient une anomalie technique. C'est aussi à ce moment-là que le nom de Thomas Ling commence à circuler, un homme discret, difficile à tracer, et pourtant lié à une multitude de noms de domaine. En creusant un peu, les internautes découvrent que Mortis.com n'est pas un cas isolé. Il existerait toute une constellation de sites enregistrés autour de la même période, souvent sans contenu clair. Certains affichent simplement une image, d'autres une phrase cryptique, parfois une simple pièce d'échec noir. Tous ces sites n'expliquent rien, ils n'invitent pas à interagir, ils existent, et c'est tout. Et dans ce contexte, l'imagination fait le reste. Les suppositions se transforment en certitudes, une rumeur répétée devient une information. Plus inquiétant encore, les archives commencent à disparaître. Des threads entiers sur 4chan sont supprimés, les pages wiki sont effacées. Pour beaucoup, ce détail est capital, car dans l'imaginaire collectif d'Internet, quand quelque chose est effacé, c'est qu'il y a une bonne raison. Alors, quand un site comme Mortis.com, qui semble relié à ces réseaux souterrains disparaît, la frontière entre réalité et fantasme devient floue. Était-ce un projet secret ? Un serveur privé ? Une expérience artistique ? Ou simplement quelque chose de banal, déformé par le manque d'informations ? À ce stade, personne ne peut répondre. Et très bientôt, ce silence va devenir un problème. Parce que plus les gens cherchent à comprendre, moins ils obtiennent de réponses. Petit rappel, mais vous pouvez vous abonner si mon travail vous plaît, pour soutenir la chaîne. Merci à ceux qui le feront. À partir d'un certain moment, le mystère de Mortis.com ne repose plus sur ce que l'on voit, mais sur ce que l'on ne peut pas voir. Car malgré des semaines, puis des mois de tentatives, personne ne parvient à franchir la page de connexion. Le site est verrouillé. À la fin des années 90, ce niveau de protection semble inhabituel. La plupart des sites internet utilisent des systèmes basiques, faciles à contourner pour des utilisateurs un petit peu curieux. Mais pas Mortis.com. Les identifiants classiques ne fonctionnent pas, les attaques par brute force échouent, les scripts automatisés n'obtiennent rien. Pour beaucoup, ce n'est plus un simple site amateur, c'est un site conçu pour ne pas être ouvert. Et plus les internautes échouent, plus une question s'impose. Pourquoi tant de précautions ? C'est à ce moment-là que certaines découvertes viennent aggraver la situation. Des utilisateurs fouillent les métadonnées, d'autres explorent les connexions indirectes, et peu à peu, des traces apparaissent. Des fichiers énormes, des archives chiffrées, protégées par mot de passe, avec des noms incohérents, presque aléatoires. Certains dépassent les 20 gigas, d'autres montent jusqu'à 39. À une époque où la majorité des internautes ne peuvent même pas stocker ce volume de données. Alors, une autre question surgit. Qu'est-ce qui peut justifier des fichiers aussi lourds ? Des images ? Peu probable. Des documents ? Encore moins. Les hypothèses deviennent plus inquiétantes. Certains évoquent des bases de données illégales, d'autres parlent de contenu interdit, et très vite les théories basculent dans le glauque. Comme si cela ne suffisait pas, les liens autour du site deviennent eux aussi étranges. Mortis.com semble relié à un cabinet dentaire, un avocat, une entreprise de sécurité haut de gamme. Des lieux bien réels, mais qui, lorsqu'on les vérifie, n'ont plus rien à voir avec le site. Certains bâtiments sont vides, abandonnés, d'autres n'existent même plus. Et puis, il y a ces détails troublants. Des personnes associées au site, dont les noms apparaissent dans certains documents, et qui seraient tous décédés. Vrai ou faux, impossible à confirmer. Mais sur Internet, une information non vérifiée ne disparaît jamais vraiment. Elle se transforme, elle s'amplifie. Et c'est ainsi que Mortis.com change de nature. Il n'est plus seulement étrange, il devient suspect. Sur les forums, certains commencent à dire qu'il faut arrêter, qu'il vaudrait mieux ne pas savoir. Mais d'autres pensent exactement l'inverse. S'il y a autant de protection, autant de silence et autant de données,
alors il doit y avoir quelque chose à découvrir. Et c'est là que la situation s'aggrave. Des rumeurs apparaissent sur une possible intervention des autorités. Certains affirment que le FBI aurait été alerté, que des utilisateurs cherchant à pirater le site auraient été contactés. Aucune preuve, aucun document officiel. Mais le simple fait que cette idée circule suffit à faire basculer l'affaire dans une autre dimension. Et puis soudain, Mortis.com disparaît. Le site s'éteint, les autres domaines liés à Tomaling aussi. Des pages deviennent inaccessibles, les archives sont supprimées, comme si quelqu'un avait décidé de tirer définitivement le rideau. Alors, deux versions s'opposent. Selon certains, le site aurait été fermé sous pression. Selon d'autres, c'est Tomaling lui-même qui aurait préféré tout effacer avant que quelqu'un ne découvre la vérité. Mais quelle vérité ? Parce que sans accès, sans archives, sans preuves solides, tout devient possible. À ce stade, Mortis.com n'est plus un site, c'est un écran noir sur lequel chacun projette ses peurs. Et pourtant, quelques internautes refusent d'abandonner. Et ils décident d'aller plus loin, de laisser de côté les rumeurs et de chercher les faits. Ça sera long, fastidieux, parfois frustrant, mais c'est le seul moyen de séparer le mythe de la réalité. À ce stade, une chose devient évidente. Si Mortis.com doit être compris, ça ne sera pas par les rumeurs, ni par les témoignages approximatifs, ni par les souvenirs déformés. La seule option restante est l'enquête. Certains internautes décident alors de repartir de zéro, de ne garder qu'une seule certitude. Le site a existé, et il a été créé par un homme nommé Tomaling. Alors il commence par là. Il fouille les registres publics, les bases de données de noms de domaine, les historiques DNS. Et rapidement, un constat s'impose. Mortis.com n'est pas un cas isolé. Sous le nom de Tomaling, plusieurs dizaines de domaines sont enregistrés. La majorité à la fin des années 90 et au début des années 2000. Souvent chez le même hébergeur. Un détail important, parce qu'un hébergeur, c'est l'intermédiaire entre un nom et une personne réelle. Ces informations ne sont pas des rumeurs, ce sont des documents administratifs. Dans cette liste, on retrouve des noms déjà évoqués dans les forums. Autant de sites considérés comme étranges, mais qui, une fois examinés un par un, racontent une autre histoire. Certains de ces sites sont encore accessibles, d'autres ont laissé des traces via les archives. Et contrairement aux fantasmes, la plupart n'ont rien de sinistre. Prenons un exemple. Un site enregistré en 1998 montre une simple galerie de kilts. Des couvertures cousues à la main, un portfolio amateur. Sur la page, des prénoms apparaissent. Joshua, Jeffrey. Exactement les mêmes que ceux trouvés dans les autres noms de domaine. Peu à peu, un schéma se dessine. Ces sites ne semblent pas appartenir à un réseau secret, mais plus à une famille. Des domaines réservés à l'avance, des pages laissées vides. La fameuse pièce d'échec noire, si souvent décrite comme inquiétante, apparaît alors pour ce qu'elle est probablement. Une simple image par défaut. Rien de plus. Mais l'enquête ne s'arrête pas là. L'un des éléments les plus troublants reste ces fichiers gigantesques associés à Mortis.com. Pour comprendre leurs origines, les enquêteurs se tournent vers Usenet. À l'époque, Usenet est l'un des principaux réseaux de partage de fichiers, bien avant le streaming ou les torrents. En fouillant dans les archives restantes, certains trouvent des références à des téléchargements associés à des adresses liées à Mortis.com. Les fichiers ont des noms étranges, presque aléatoires, mais leur taille est révélatrice. 25 Go, 30 Go, parfois plus. Des tailles parfaitement compatibles avec des films en haute définition, et notamment des films en 3D, extrêmement lourds pour l'époque. L'un des noms retrouvés correspond presque exactement à un film sorti en 2011, quelques mois avant la découverte du fichier. Coïncidence peu probable. Petit à petit, une hypothèse gagne du terrain. Et si Mortis.com n'avait jamais été un site public ? Et s'il s'agissait simplement d'un serveur privé ? Un espace fermé, réservé à quelques utilisateurs. Protégé par mot de passe, destiné à héberger des films, de la musique ou d'autres contenus multimédia. À une époque où Netflix n'existe pas, où le streaming est un rêve, où partager une collection de DVD numérisés nécessite de lourdes infrastructures. Dans ce contexte, les fichiers massifs prennent enfin sens, et la sécurité renforcée aussi, et même la disparition du site. Car si Mortis.com attirait trop d'attention, le plus simple était de tout couper. Sans annonce, sans explication. Juste disparaître. Mais alors, d'où viennent toutes ces rumeurs ? La réponse est peut-être simple. Un site fermé, peu d'informations,
Des archives effacées, des souvenirs imprécis. C'est le terrain parfait pour que l'imagination fasse le reste. Mais il reste encore une dernière question. Si cette explication est la bonne, pourquoi ce nom ? Pourquoi Mortis ? Après des années de spéculation, des rumeurs persistent. Des théories parfois dérangeantes, mais une idée commence à s'imposer. Une idée que personne n'avait vraiment envie d'entendre. La plupart des mystères d'Internet ne s'effondrent pas dans un grand fracas. Ils ne se concluent pas par une révélation choc, ni par une vérité cachée pendant des décennies. Ils s'éteignent, silencieusement. Et Mortis.com semble suivre exactement ce chemin. Car plus on rassemble les éléments, plus une chose devient évidente. Ce site n'a jamais été pensé pour être observé, et encore moins analysé. Il n'était pas là pour intriguer, ni pour provoquer, ni pour raconter une histoire. Il était là pour fonctionner. Un simple serveur, pour probablement stocker des fichiers, à une époque où le cloud n'existait pas encore. Des films, de la musique, des données lourdes. Rien de spectaculaire, rien de mystérieux en apparence. Et soudain, tout s'aligne. La page noire, le mot unique, l'accès verrouillé, les mesures de sécurité inhabituelles, même la disparition soudaine du site. Parce que lorsqu'un espace privé attire une attention qu'il n'a jamais demandée, la solution la plus efficace reste parfois la plus radicale. Effacer, fermer, disparaître. Mais c'est précisément là que Mortis.com bascule, car en disparaissant sans explication, il a laissé autre chose derrière lui. Un vide. Et sur Internet, le vide ne reste jamais vide bien longtemps. Il appelle les hypothèses, il nourrit les récits, il transforme le neutre en inquiétant. Mortis.com n'est pas devenu une légende à cause de ce qu'il contenait, il est devenu une légende à cause de ce que personne n'a jamais pu voir. Même son nom n'a fait qu'envenimer les choses. Mortis, la mort. Un mot trop chargé pour être associé à quelque chose d'aussi ordinaire. Trop évocateur pour rester innocent. Et pourtant, rien n'indique qu'il ait été choisi pour sa symbolique. Peut-être était-ce un choix arbitraire, peut-être une maladresse, peut-être juste un nom parmi tant d'autres. À une époque où personne n'imaginait qu'un nom de domaine pouvait devenir une histoire en elle-même. Thomas Ling, en tout cas, n'a jamais tenté de nourrir le mythe. Pas d'interview, pas de message cryptique, pas de jeu avec la curiosité collective. Et c'est peut-être ça le plus frustrant de toute cette affaire. Il n'y a pas d'antagoniste, pas de complot, pas de vérité cachée dans un dossier secret. Mortis.com n'est pas la preuve que Internet cache des horreurs. Il est la preuve qu'un mystère n'a pas besoin d'exister pour devenir puissant. Il suffit d'un écran noir, d'un accès refusé et de quelques personnes qui refusent d'accepter le silence. Un rappel de la façon dont Internet fabrique ses propres légendes, comment l'absence de réponse peut devenir une histoire entière, et comment parfois la vérité la plus simple reste la plus difficile à croire.